Hugo Barbieux, bonsoir, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous quelles sont les armes, les systèmes que les Russes utilisent pour contrer les armes fournies par l'Occident. Oui, bien regardez, en fait, les Ukrainiens tirent la sonnette d'alarme parce qu'en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure que leurs roquettes HIMARS, leurs obus Excalibur ou même des bombes planantes, bref, toutes ces armes qui sont guidées par satellite, manquent de plus en plus leur cible. Pourquoi ? Eh bien, à cause des systèmes de guerre électronique russes. Ça peut être tout simplement des systèmes de brouilleurs. Voilà. Et alors, en matière de guerre électronique, Moscou garde le dessus, car elle s'était déjà concentrée sur ses capacités avant de lancer son invasion de l'Ukraine, nous dit le Financial Times. La situation est telle que les Ukrainiens eux-mêmes en appellent à l'aide des Occidentaux. Le chef ukrainien de la guerre électronique parle d'une menace énorme, des ciseaux invisibles. C'est ce qu'évoque un commandant d'une unité ukrainienne de drones. Alors ces ciseaux électroniques, quels sont-ils ? Eh bien, ça peut être par exemple des pôles 21. Il s'agit donc de brouilleurs GPS. Ils peuvent avoir une portée de 25 km, mais même de 150 km selon certains experts. Ces ciseaux électroniques, donc, ça peut être aussi ce genre d'outils qu'utilisent les Russes. Ils servent à intercepter, géolocaliser, brouiller les conversations entre les postes de commandement et les unités sur le front. Un autre exemple, les Russes disposent de ce genre de radar, des zooparcs, donc pour repérer les positions ennemies. Alors de leur côté, les Ukrainiens ne sont pas en reste, ils ne sont pas totalement désarmés sur le plan de la guerre électronique. Ils disposent par exemple de Bukolev, capable de détecter des drones et bloquer certains systèmes de guidage par satellite. Ils ont également des drones eux-mêmes. Et Volodymyr Zelensky l'a annoncé, l'acquisition, d'un système, le Pokrova, le Pokrova qui, selon Volodymyr Zelensky, serait capable de bloquer tous les missiles guidés par satellite. Mais en attendant son déploiement sur le terrain, eh bien, les Russes conservent l'avantage, au point que les Ukrainiens réclament à égalité avec les F-16 des systèmes de guerre électronique. Merci beaucoup Hugo pour ces précisions. Alors la parole au général Chauvency aux priorités et à Florent Vadillo et aussi au grand reporter Lucas Manger. Vous nous en voudrez pas, mais vous aurez aussi droit à la parole évidemment. On a vraiment besoin de comprendre, notamment les lance-roquettes HIMARS, c'était censé être l'un des meilleurs atouts militaires de Kiev. Et là, Moscou a trouvé la parade. Bouclier, glaive, éternel débat. Il y avait un avantage pour les Ukrainiens au départ, avec du matériel hyper performant, oui. Mais de l'autre côté, on s'est adapté, on a trouvé le bouclier. Et la faiblesse de toutes ces armes extrêmement perfectionnées, c'est, je dirais, tout ce qui est, électronique, pour faire simple. Quand on prend le HIMARS et ou l'obus dont on a parlé, qui est l'obus Excalibur, c'est un obus d'artillerie de 155 mm qu'on peut mettre dans le César, et qui est surtout, l'obus est guidé par GPS sur sa cible. Donc, automatiquement, tout ce qui touche aux ondes, ça devient un sujet d'intérêt, et que si effectivement on est capable de perturber tous les signaux GPS, qu'on découvre d'ailleurs d'autres occasions, pour des raisons de sécurité, qu'on peut effectivement faire du brouillage, qu'on peut aussi tromper l'ennemi. D'ailleurs, la guerre électronique sert aussi à créer des ennemis sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'on croit que l'ennemi est là, puis il n'est pas là. Ça aussi. C'est un système de l'heure. Système de l'heure, tout à fait bien dit. Oui, excusez-moi, oui, c'est bien dit. C'est tout à fait bien dit. Sujet de l'heure. Voilà. On peut même recréer un état-major adverse pour faire croire que là, l'ennemi est là et on va pouvoir le frapper. Voilà. Tous ces systèmes-là, ça fait partie de la guerre électronique, que même nous, on redécouvre aujourd'hui, qu'on avait un peu laissé tomber, parce qu'on dit, bon, non, ça ne sert plus à grand-chose et tout ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus s'en passer et que toutes nos armes, à part le modèle soviétique, ont besoin de l'électronique aujourd'hui pour arriver au bon endroit et l'utiliser comme il fallait. Donc, effectivement, aujourd'hui, les Russes ont réussi à faire face au bout d'un an et demi. Ils ont eu beaucoup de déboires. Même, regardez, les radio-télécommunications au départ, ils se faisaient aussi intercepter leurs communications, ils se faisaient repérer justement parce qu'ils ne faisaient pas attention et ils ont perdu quelques généraux comme ça, ne l'oublions pas. Donc voilà, donc la guerre électronique est revenue sur le champ de bataille et effectivement là on s'aperçoit que les Russes ont réussi à faire face, à innover et puis finalement non seulement à protéger leur système, ça aussi c'est la première chose qu'on a vue, protection de leur système, et que maintenant ils commencent à perturber le système adverse. Bon, maintenant je pense que les Ukrainiens vont trouver une parade à nouveau, mais à chaque fois c'est 2, 3 mois, 4 mois, et entre-temps vous avez forcément eu des destructions, une désorganisation du système adverse qui a donné un avantage temporaire à celui qui a pu exploiter ses faiblesses. Florent Vadillo. Le sujet est assez complexe parce que il est fait de vérité et de semi-vérité de la part des belligérants. L'élément qui est
très juste, c'est que globalement les puissances occidentales ont désinvesti la guerre électronique à la chute du mur et qu'aujourd'hui le réveil est un peu brutal, sauf sur des armes de très haute sophistication. Globalement, il y a un réveil qui est difficile. Et de ce fait, la Russie, elle, n'a jamais désinvesti le sujet, avec en plus une capacité militaro-industrielle et scientifique extrêmement forte sur le sujet. Donc ça, c'est la base, et de fait, une grande partie des victoires russes, ou en tout cas des échecs infligés aux tirs ukrainiens, provient de cette capacité de guerre électronique. Néanmoins, cette montée en puissance du sujet guerre électronique aujourd'hui, qui n'est pas nouveau, qui est en réalité observé depuis le début du conflit, il procède de deux éléments. D'abord, le fait que les Ukrainiens réclament de nouveaux matériels et veulent accélérer la livraison des avions, puisque pour notamment détruire les systèmes de guerre électronique russes, qui sont, dit-on, posés tous les 10 km sur la ligne de front, ils ont besoin d'effectuer des tirs de missiles, et pour que ces missiles portent leurs fruits, il faut que le système soit globalement en activité. Or, aujourd'hui, sur les avions ukrainiens, il faut rajouter des dispositifs de commande qui dégradent la capacité du missile à œuvrer, et donc, en réalité, les Ukrainiens veulent les avions américains qui seront nativement porteurs de dispositifs qui rendront le missile extrêmement utile. Donc, la volonté de mettre en épingle ce sujet-là, elle est extrêmement forte du point de vue ukrainien pour de nouveaux matériels et notamment les avions. D'autant que les Russes ne sont pas des cadors absolus en matière de guerre électronique. Parce qu'on a vu notamment qu'ils brouillaient trop et que, y compris leur propre communication, face à l'obsolescence de leur matériel de communication, il ne faut pas oublier quand même que les Russes ont dû acheter du matériel civil parfois pour communiquer parce que leur matériel était obsolète. Donc parfois ils brouillaient trop, ils brouillaient y compris leurs frappes, et donc ça posait des difficultés. Ensuite, leur matériel est frappé d'obsolescence lui aussi. Et enfin, il y a la volonté de la part des Occidentaux de ne pas livrer certaines armes qui pourraient faire l'objet d'une étude des Russes et donc des Chinois, et donc de révéler le patrimoine, le nouveau patrimoine de guerre électronique occidentale dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Et enfin, et j'arrêterai après cela, il faut rappeler une chose, c'est que cette guerre électronique, en réalité, elle est assez simple à conduire en fonction des moyens qui sont investis là-dessus. Exemple, la constellation Starlink est en train de mettre en échec une partie du brouillage russe, parce que la volonté d'Elon Musk, c'est de montrer qu'il y a des capacités pour que son réseau s'implante, et s'implante de manière durable. Donc, si on veut en faire un point de priorité, eh bien, c'est une question de moyens et de volonté. Elon Musk y arrive. Je suis à peu près persuadé que les puissances otaniennes peuvent y arriver également. Oui, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir la volonté ? Parce que pendant ce temps, l'Ukraine est face à un problème crucial. Un problème crucial et urgent, mais effectivement, et c'est très intéressant ce que vous parliez de Starlink, qui dépend donc potentiellement et partiellement, pas seulement d'acteurs étatiques, mais d'acteurs privés. Oui. Et c'est-à-dire, on a beaucoup parlé de la privatisation de la guerre quand on parlait de milices, que ce soit de Wagner ou des Américains qui utilisaient des milices privées en Irak. Là, on rentre dans une autre dimension, c'est la protection électronique et les moyens de communication attribués à des acteurs privés au sein d'un conflit. Et puis ça dit autre chose, très brièvement, c'est qu'au début de la guerre, on a beaucoup parlé des sanctions contre la Russie, des sanctions économiques, mais aussi des sanctions pour empêcher que la Russie acquiert du matériel électronique de grande qualité, comme celui qu'ont les Occidentaux. La Russie montre là, en tout cas partiellement, qu'elle a pu contourner ces sanctions-là, obtenir une partie de l'équipement électronique nécessaire pour améliorer ces systèmes, que ce soit des systèmes de brouillage, des systèmes de guidage, auprès de qui, ça, on ne sait pas, on devine un petit peu, il peut y avoir des acteurs type l'Iran, la Corée du Nord qui pourrait fournir probablement, mais en tout cas, la Russie, en 2 ans, a réussi à contourner tout un système. Au début, vous vous souvenez, on disait que la Russie achetait des machines à laver absolument partout pour utiliser des puces de machines à laver. Alors, c'est possible, pas à ce niveau de sophistication d'armement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des puces de machines à laver qu'on pouvait détourner pour des choses assez simples, mais enfin, il n'y a pas dans les machines à laver des processeurs qui permettent de faire du brouillage sur 150 km. Donc la Russie a pu échapper à ce type de sanctions, de la même manière qu'elle a échappé à beaucoup des sanctions économiques, elle a échappé à des sanctions d'ordre du complexe militaro-industriel dans lequel elle a réussi à remettre un pied.